Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie, de quitter son emploi pour suivre ses rêves et suivre un projet qui a du sens ? C'est ce qu'a fait Cécile, ma nouvelle invitée sur le podcast. Cécile, bretonne d'origine, s'est installée à Paris et a commencé sa carrière en tant que consultante. Quelques années plus tard, Cécile a décidé de se lancer pour suivre ses rêves. Passionnée de vin et de sa région bretonne, elle a décidé de se lancer en tant que caviste. Comment se lancer ? Comment faire ses premiers pas ? Quelles sont les étapes d'une reconversion réussie ? Ce sont les questions que nous avons abordées avec Cécile dans ce nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Vous faites partie de ces personnes qui ont décidé de suivre leurs rêves pour changer de vie et vous avez donc suivi une reconversion. On va discuter ensemble quel a été votre cheminement pour prendre cette décision. Oui. Mais avant tout cela, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai 34 ans. J'ai effectivement changé un peu de vie il y a quelques années maintenant, 3 ans. Donc, mon parcours dans les grandes lignes, il est un peu atypique. J'ai fait une école de communication, donc pour travailler dans la communication d'entreprise dans l'idée, chose que je n'ai jamais faite finalement. Donc, j'ai fait cette école et puis j'ai vite bifurqué. J'ai fait un stage de fin d'études dans un service communication dans l'aéronautique, puisque c'est une industrie qui m'intéressait. Et puis finalement, j'ai vite bifurqué vers autre chose, c'est-à-dire plutôt la branche des ressources humaines et précisément la mobilité internationale. Voilà, donc j'ai appris finalement un peu sur le tas ce que c'était que cette branche des ressources humaines qu'on appelle la mobilité internationale. C'est finalement tout ce qui est relatif à la gestion des expatriés d'une structure, d'une entreprise. Voilà, donc très intéressant, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça m'a amené sur des entreprises différentes, donc des expériences différentes. Et pour finir sur l'expérience de travailler dans des cabinets de conseil. Donc ma dernière expérience, effectivement, parisienne, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans à Paris. Et effectivement, dernière expérience dans le conseil où j'ai eu ce fameux déclic de me dire « mince, je crois que je ne suis pas à ma place ». Et donc ce choix de changer un petit peu d'orientation, on va dire, quoi. Un petit peu beaucoup même. Et avant qu'on justement on revienne un peu plus longuement sur ce déclic et sur ce choix de reconversion, donc vous avez, parce que vous n'êtes pas parisienne d'origine, c'est ça, vous êtes bretonne ? Tout à Non. fait. Donc moi, je suis originaire de la région rennaise, on va dire, donc bretonne. Donc j'ai grandi à Rennes, j'ai fini mes études à Nantes. Et puis finalement, quand on fait des études de communication, on arrive vite sur la région parisienne puisque intégrer des services communication, ça se passe souvent dans des structures parisiennes. Donc Paris n'a pas été un choix personnel, j'ai envie de dire, ça a été un choix professionnel. En se disant, voilà, j'ai fait des études qui m'amènent à Paris. Donc effectivement, bretonne de souche, on va dire, mais pour l'expérience professionnelle, comme tous d'ailleurs mes amis de l'époque qui ont fait la même école que moi, c'était direction Paris, quoi. Et puis après, on se laisse aller dans une expérience où, voilà, on se dit, oh, tiens, je vais faire 2-3 ans à Paris éventuellement, premier boulot, et puis finalement, on y reste. On y reste, alors soit toute une vie pour certains, et c'est très bien, soit on y reste quelques années jusqu'à cette décision de changement et de retour aux sources me concernant. Retour aux sources en Bretagne, donc. Dans la présentation, dans votre introduction, vous l'avez dit que c'était pendant une expérience particulière que vous avez eu ce déclic. Est-ce que c'est cette expérience, comment vous pouvez l'expliquer, ce déclic ? Alors déclic, c'est marrant parce que c'est un mot que j'aimais pas employer à l'époque parce que ça me parlait probablement pas. Mais déclic voulait rien dire pour moi. J'entendais justement des gens autour de moi dire « Oh, j'ai eu un déclic, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et moi, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et il y a 3 ans, donc en 2017 maintenant, j'ai eu ce fameux déclic, c'est-à-dire lors
alors c'est étrange, hein, mais en plus, je suis quelqu'un de transparent, donc j'ai été très transparente avec mon responsable, mon manager à l'époque, lors de l'entretien individuel annuel où là, justement, on fait un petit peu le point sur sa place dans la société, sur les projets sur lesquels on travaille, etc. Et en discutant avec lui, c'est là que j'ai eu ce fameux déclic. Et c'est dur à décrire, mais c'est vraiment, voilà, je me suis dit, oh là, tu n'es pas du tout à ta place, il est temps de changer. Et je suis tellement transparente et spontanée que je lui ai dit en direct. J'ai dit, écoute, là, je crois que je suis en train de me rendre compte que j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et que finalement, tout ce qu'on dit, mes éventuelles lacunes sur tel ou tel dossier, c'est parce qu'en fait, je suis pas à ma place. Et quand on dit pas à sa place, c'est à la fois professionnellement parlant et personnellement, c'est lié, en fait. Et voilà, ce déclic lors d'un entretien avec mon manager, finalement, qui a été super, qui a eu une bonne réaction et qui m'a accompagnée, d'ailleurs, auprès de la hiérarchie, d'ailleurs, pour après préparer mon départ, entre guillemets, quoi. Est-ce que parce que vous avez dit, encore une fois dans l'introduction que vous avez commencé dans le secteur de la mobilité internationale, ensuite pour passer dans un cabinet de conseil Oui. avec des sujets plus larges. Est-ce que c'est ce passage-là, avec le recul, même si ça fait que 3 ans, mais qui aurait favorisé ce fameux déclic? Oui, c'est une bonne question parce que je pense que ça a favorisé ce déclic dans le sens où j'étais, dans une forme d'inconfort au travail parce que, pas si compétente que ça sur le poste que j'avais puisque, c'est bien d'être, polyvalent, de s'adapter à des nouveaux, postes et cetera, mais à un moment donné, on est bon dans certaines choses et dans d'autres pas. Donc, oui, je me suis mise en difficulté, en fait. Je me suis mise en difficulté, sur ce dernier, boulot qui a duré 1 an, hein, donc c'est court. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis, je pense, de prendre la décision de changer de vie professionnelle et personnelle puisque, il y a eu donc le fait de quitter Paris. Mais oui, tout à fait. Je crois que c'est une accumulation de choses. Parfois, on garde des idées en tête, on les met dans un petit coin justement de sa tête et puis à un moment donné, elles ressurgissent et quand on est dans l'inconfort, au travail ou dans sa vie personnelle, je crois que ces petits tiroirs, on les réouvre, inconsciemment d'ailleurs, mais oui, effectivement, effectivement, tout à fait. Et donc pendant cet entretien annuel avec votre manager, donc vous en avez parlé, comme vous l'avez dit, de façon transparente. Oui. Ensuite, est-ce que vous avez quand là vous avez eu cette discussion, est-ce que vous aviez déjà une idée un peu précise de là où vous vouliez aller? Ou c'était encore très tôt? Ça a été très précis parce que, le déclic a été à la fois: «Bon, il faut que je fasse autre chose là, je suis pas à ma place ici, je suis pas à ma place à Paris et cetera» et l'idée de travailler dans le vin puisque aujourd'hui je travaille effectivement dans le milieu, du vin. Je suis donc caviste et oui, ça a été, comme un flash, vraiment, ça a été très clair dans ma tête. Parce que je crois que finalement et d'ailleurs j'ai surpris mon entourage quand je leur ai dit que j'allais faire une formation de caviste parce qu'ils se sont dit: «Mais qu'est-ce qu'elle nous invente? Qu'est-ce qui lui prend?» Au-delà du fait que je suis épicurienne, hein, et que j'aime manger et la bonne chair et le vin, d'accord, c'est une chose, mais je les ai surpris parce que, c'était nouveau pour eux, sauf que pour moi ça l'était pas. Ça l'était pas puisque dès l'adolescence, j'ai toujours admiré les gens qui, quand j'entendais, sommelier, justement, caviste et cetera, ça m'a toujours intriguée et je me suis toujours dit ça m'a attirée, en fait et je me suis toujours dit: «Oh, j'aimerais bien travailler dans le vin». J'entendais, la sœur d'un ami: «Oh, elle est œnologue» et cetera et ça m'a toujours, attirée, à vrai dire et puis finalement, à un moment donné, on fait des études qui ont rien à voir et puis on laisse la vie nous porter. Voilà, école de communication, on se dit: «Bon, c'est parti, Paris, j'y vais, quoi». Alors que finalement, si j'avais fait peut-être des études tout de suite dans le vin, ça aurait été très bien. Après, aucun regret évidemment, mais oui, c'est quelque chose qui m'est venu, comme quelque chose d'enfoui qui, heu, qui serait réapparu comme ça, d'un coup, quoi. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas forcément reliés à ce milieu, viticole. Pas du tout, personne dans mon entourage, n'était dans le milieu, à vrai dire,
quelques proches restaurateurs, mais pas directement sommelier ou autre, pas directement dans le vin, dirons-nous. Et pas du tout, non, de Et, proches dans les domaines viticoles. Enfin, non, non, c'était nouveau pour moi, c'était nouveau. et donc quand vous avez eu donc, cette idée-là pour ce projet, comment ensuite quelles ont été les étapes pour vous justement pour changer de vie? Si vous pouvez me raconter un peu? Bah, les étapes, c'est vrai que les étapes, c'est assez, il faut prendre les choses les unes après les autres. Hem, Ça s'est fait de façon assez fluide. Déjà, je me suis renseignée sur, la comment, ça s'invente pas. Le milieu du vin, c'est très complexe, ça ne s'invente pas, donc je me suis renseignée sur les formations à suivre. Je voulais pas non plus refaire, trop d'études. Je me disais que refaire 1 an d'études déjà c'était bien pour mettre le pied si vous voulez dans ce nouveau milieu pour moi, ce nouveau secteur. Et puis en parallèle, il fallait que je réfléchisse à la façon dont je quitte aussi mon travail actuel et Paris parce que je pouvais pas non plus, c'est bien de vouloir changer de vie, mais il faut faire les choses de façon raisonnable et pas rester non plus sans ressources, et cetera. Donc voilà, il fallait à la fois que je prépare mon départ de l'entreprise actuelle et que je me renseigne effectivement sur quel type de formation existait, ce que j'étais à même de faire en termes de finances, de durée de formation, de lieu géographique, etc. Puisque mon souhait, c'était de revenir en Bretagne à terme, mais c'est vrai que j'acceptais éventuellement de faire une formation n'importe où en France, finalement, j'étais prête à ça. Prête à ça aussi parce que ma vie personnelle me le permettait. J'avais un conjoint à l'époque, mais voilà, on a fait. Lui-même avait des projets autres, donc on a un petit peu nos chemins se sont séparés. Et puis pas d'enfants, donc je crois que en fonction du schéma personnel aussi qu'on a, ça facilite ses choix et l'acceptation de changer de ville le temps d'une formation. Et puis en gros, j'ai repéré donc une formation d'1 an de caviste qui finalement permettait de se mettre dans la théorie déjà, et puis après la pratique. Donc en gros, c'était Vannes en Bretagne, donc mes origines, ou Marseille. Voilà, les 2 formations en gros qui m'intéressaient. Donc j'étais prête à partir 1 an à Marseille quand même, hein. Mais rien ne me faisait peur, à vrai dire. J'avais tellement envie de ce changement de vie que j'étais prête à beaucoup de choses. Et puis finalement, j'ai été acceptée dans cette formation de Vannes, donc ça a été pour moi vraiment l'idéal de à la fois me former sur quelque chose qui me passionnait, d'être voilà, proche de mes proches justement, et puis ce retour aux sources quoi. Donc j'ai vraiment pu partir dans de bonnes conditions de mon entreprise. J'ai pu démarrer cette formation, et entre le moment où j'ai quitté Paris et le moment où j'ai démarré cette formation de caviste d'1 an, j'ai eu quelques mois pour moi, et là je me suis un petit peu testée aussi. Je me suis dit: «Tiens, attends, tu vas pas rester à rien faire». Donc j'ai pris ma voiture, je suis partie 2 mois faire le tour des vignes. Alors le tour des vignes, façon de parler, hein, parce que le les vignobles français sont vastes, mais je me suis fait un petit périple. Je voulais me tester aussi. Donc, je suis allée travailler dans la vigne, et cetera. J'ai fait des rencontres superbes de vignerons. Voilà. Et chaque chose que j'ai pu faire à ce moment-là m'ont vraiment confortée dans le fait que je prenais la bonne direction. Ce côté humain, ce côté découverte, ce côté, euh, voilà, mettre les pieds dans la vigne et comprendre d'où vient justement ce qu'on a le plaisir de boire dans une bouteille. Enfin voilà, tout ça, tout était assez incroyable. Et aujourd'hui, voilà, c'est des amitiés qui sont restées. Enfin voilà, tout s'est fait de façon assez fluide finalement, sans crainte parce qu'il y avait vraiment une envie profonde de changement et une vraie passion finalement, qui ne fait que grandir encore aujourd'hui. Donc je me suis vraiment pas trompée quoi. Et à partir du moment où, donc vous avez commencé à formaliser ce projet jusqu'à le début de votre formation, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé, c'est allé assez vite finalement. Il s'est passé, allez 6 mois? D'accord. 6 mois à peu près, ouais. Et vous disiez tout à l'heure que finalement, dans le milieu du vin, il y a plusieurs métiers, aussi bien œnologue, Oui. sommelier, même vigneron, caviste. Comment après votre choix s'est porté sur celui de caviste? Alors le choix, il se fait, voilà, c'est ça, c'est tout à fait, c'est il y a plein de métiers différents. Il y a,
Il y a tout le côté un peu plus scientifique sur tout ce qui va être œnologie. Il y a le côté plus terroir, plus agriculture sur tout ce qui est vigneron. Et puis le côté plus commercial sur justement le rôle de caviste. Et bah, je crois qu'il y a ce qu'on a envie de faire et ce dont on est capable. Quand je vais travailler dans la vigne, éventuellement chez des amis, comme j'ai encore fait l'été dernier, c'est génial, mais c'est pas pour moi. C'est un métier très difficile. Faut aussi savoir ce qu'on est en mesure de faire. Ça veut dire aussi s'éloigner de ses, de sa vie, de ses sources, justement. Et bah, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et de quoi je suis capable. Et puis, moi, je crois que ce qui me passionnait, c'était d'apprendre le milieu viticole et surtout d'en parler. Et le métier de caviste, c'est ça, c'est transmettre sa passion et, et conseiller les clients sur un vin, sur un accord mets et vin. Enfin voilà, c'était ce côté-là qui me passionnait, qui m'attirait. Donc ça, c'est en B2C? Vous C'est en vendez aussi à des B2C, tout à professionnels? fait. Je Oui. travaille en boutique, donc B2C. Après, je suis dans une structure actuellement qui fait également du B2B, puisqu'on travaille beaucoup avec la restauration. Donc c'est Mmh. intéressant aussi, parce qu'on est pleinement ici dans l'accord, enfin dans la notion de vin allant avec la nourriture, parce qu'on adapte les vins avec la carte des restaurants, etc. Mais ça, c'est pas ma partie. Moi, c'est vraiment B2C. Voilà, c'est ça. C'est un client qui aime le vin, qui veut découvrir, qui veut offrir. Voilà. Chaque client est unique et on s'adapte à son besoin. Et c'est ça qui est passionnant. Et pendant cette formation que vous avez faite à Vannes, du coup, quels ont été, de manière un peu générale, mais les principaux, domaines domaines, les champs que vous avez étudiés, en fait, pendant cette formation? Alors, les principaux champs, ce sont. Alors, la première, c'est la partie technique, vraiment. Donc, la théorie, hein, c'est apprendre toutes les appellations françaises, déjà, parce qu'on s'est concentré vraiment sur le. Un an, c'est court, finalement. Donc, on s'est concentré sur les vignobles français. Donc, c'est apprendre vraiment tout ce qui va être appellation, géologie, voilà, tout ce qui a trait à tous les vignobles français. Et ça passe par goûter les vins. Pour parler d'un vin, pour l'appréhender, il faut goûter. Donc, goûter recracher, hein, évidemment. On a passé des journées à goûter du vin et c'est loin d'être un plaisir, croyez-moi. On se dit, ah super, non, non, c'est fatigant, c'est dur, mais c'est l'étape obligatoire pour appréhender un vin, un cépage. Donc un cépage, c'est-à-dire un type de raisin. Mmh. Voilà, le travail d'un vigneron. Enfin voilà, c'était une étape inévitable et très, même si pas toujours facile, passionnante aussi. Donc voilà, ce côté vraiment théorie des vignobles, dégustation et puis aussi l'aspect vente finalement parce que tout le monde n'a pas la fibre commerciale, tout le monde, enfin commerçante même. Voilà, donc des mises en situation de vente de vin, de vente de vin. Et puis, troisième grosse matière, c'était la gestion, parce que cette formation s'adressait aussi bien à un caviste qui avait le souhait d'être, enfin, à une personne qui avait le souhait d'être caviste salarié, mais également, et moi, c'est ce que j'avais en tête à terme, d'être caviste patron, voilà, d'être entrepreneur et de créer sa propre boutique. Puisque moi, l'idée ultime est celle-ci, si vous voulez, c'est d'aller au bout de mon rêve, en fait. Je me suis toujours dit dans la vie, après c'est des tempéraments, mais quand on veut quelque chose, et que ce soit d'ailleurs au niveau boulot, mais au niveau perso aussi, c'est voilà, quand on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc c'est ce que je ferai. Après, si j'échoue, je le vivrai mieux du fait que j'aurai tout fait pour y arriver. Donc là, je me fais voilà, une expérience en tant que salariée et puis dans l'idée d'avoir une boutique. Mais voilà, la formation de Vannes, c'était vraiment ces trois matières majeures. Alors après, avec d'autres matières comme l'anglais finalement. L'anglais, le vocabulaire technique, puisque c'est vrai qu'on a des clients parfois étrangers. Donc il faut savoir aussi parler du vin en anglais. Et c'est pas non plus une mince affaire. Mais voilà, donc formation d'un an, alors la théorie, plus 2 stages en boutique,
chez des cavistes pour justement, se mettre en situation. Donc premier stage, en décembre pour ma part dans une cave rennaise et la plus grosse activité de loin dans une cave, c'est décembre, hein, avec les fêtes, avec les cadeaux, Mmh. donc ça a été vraiment, immersion totale. Donc difficile parce qu'on n'a pas confiance en soi au début. On se dit: «Mince, j'y connais rien» et puis finalement, quand on est bien entouré, on patauge un peu au début et puis, chaque jour on apprend de nouvelles choses et puis on prend confiance en soi parce que c'est quand même le gros point, dans mon nouveau métier et dans tout quand on change de cap, c'est d'avoir la confiance en soi nécessaire et suffisante pour mener à bien son nouveau travail donc confiance en soi et tout en restant justement humble. Il faut trouver la mesure mais surtout dans le vin, je trouve qu'il faut rester humble parce que parfois ça peut manquer d'humilité mais en tout cas, c'est voilà, confiance en soi et puis ça vient. C'est comme pour tout, ça vient, les choses viennent, tous les jours on en apprend davantage, c'est riche en fait. J'ai côtoyé certains cavistes sont devenus des amis et des cavistes que j'estime beaucoup qui pour le coup, eux, ont des caves depuis 30 voire 40 ans et j'admire quand ils disent qu'il ne suffit pas d'une vie pour connaître, justement tout le milieu du vin. Il y a tellement de choses, d'appellations, de styles de vin, de nouveaux vignerons, c'est riche, c'est très riche. Donc voilà, c'est captivant. Et je vais revenir, quelques instants sur, la reconversion. Oui. Au niveau, un point qui est important et il y a j'imagine on a nombreuses personnes qui souhaitent, se reconvertir, changer de vie. Mais il y a un aspect qui est bien sûr important, c'est l'aspect financier. Est-ce que ça pour vous, ça a été aussi, Mmh. il a fallu mettre de l'argent de côté pour préparer l'après finalement? Alors préparer l'après, c'est vrai que l'aspect financier, il est primordial, il est essentiel. C'est bien beau d'avoir des idées et des envies de changement, mais il faut une stabilité et j'ai la chance déjà d'être très bien entourée, personnellement parlant. Donc c'est vrai que quand j'ai évoqué à mes proches que je revenais en Bretagne, déjà, voilà, il y a eu la notion de on va t'héberger au début, on va t'aider, et cetera. Donc et ça joue énormément l'entourage quand on change. C'est quand on est soutenu, ça joue beaucoup. Et puis, j'ai eu la chance, d'avoir une formation qui m'a été financée, par la région Bretagne justement. Donc ça, c'est une grosse chance. Je crois qu'en France, on a des formations qui sont, je pense que pour certaines formations, on est vraiment très accompagné. Donc ça, c'était une chance, ma formation donc financée. Hem Et et ça alors juste si je vous interromps 2 secondes sur le sujet, ça c'est, parce que c'est effectivement une chance déjà d'avoir une formation qui est financée. mmh. Comment vous l'avez c'est en démarchant, en appelant pour vous renseigner ou Oui, il vous y a un avez gros travail de recherche, ouais. hein, justement comme je disais tout à l'heure, le fait de comparer les formations sur, la durée des formations, sur ce qu'on a envie de faire et cetera. Il y avait la notion d'aspect financier, combien coûte une formation et surtout dans quelle mesure elle est prise en charge? Parce qu'effectivement, c'est des formations qui peuvent avoir un coût élevé et j'ai creusé, oui, oui, ça a été, il y a eu beaucoup de travail de recherche pour, vraiment trouver le bon équilibre et la bonne combinaison. Mais effectivement, l'aspect financier est essentiel. Donc le fait que cette formation soit financée, c'était pour moi, «très confortable» entre guillemets. Et du coup, de manière plus générale, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, justement pendant ce moment de transition? Transition entre quand j'ai quitté Paris et Oui. si vous voulez la difficulté, il y en a pas tellement eu. Il faudrait j'en trouve pas. Il y a pas eu de difficulté, j'ai pu faire les choses, les unes après les autres, il y avait ce «confort financier» entre guillemets quand même, hein. Il n'y a pas eu de difficulté, il y a eu, peut-être l'appréhension de s'adapter, à un nouveau quotidien, de l'appréhension de reprendre l'école, d'être assis toute la journée, c'est pas facile, mais il n'y a pas eu de difficulté particulière.
Comme je le disais, j'ai été vraiment, tout s'est bien ficelé, j'ai été bien entourée et puis surtout, bah, je crois que quand on est bien dans sa peau et qu'on a fait un choix qui nous convient et qui nous colle au corps, on prend les choses avec tout se passe à peu près bien, quoi. On est positif, on prend les choses, comme elles viennent et je crois pas, enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vécu des difficultés. J'ai trouvé que les choses étaient fluides. Donc oui, donc ça a confirmé aussi quand même que vous aviez fait probablement le bon choix. Oui et je me le dis encore tous les jours. Encore aujourd'hui, voilà, je me sens à ma place dans ce que je fais et où je suis et je crois que dans une vie, c'est chouette. Et est-ce que vous il y avait des différences entre le métier que vous projetiez, quand vous étiez encore à ce stade de réflexion ou dans la formation et aujourd'hui, celui que vous vivez au jour le jour? Alors c'est une bonne question parce qu'on se la pose forcément à un moment donné, alors pas vraiment, heu, moi ma plus grande surprise quand même, au-delà d'une difficulté, mais ma plus grande surprise ça a été il y a des questions qu'on se pose pas forcément et celle-ci c'est je pense qu'il faut être vigilant sur cet aspect, c'est qu'on se dit: «Tiens, bon, bah, voilà, je veux être caviste, je veux travailler dans le vin, il y a telle et telle formation, super». Sauf qu'il faut réfléchir et moi, j'ai minimisé ça. J'ai été un petit peu naïve sur la suite, «Ah bah, oui, mais caviste, d'accord, est-ce que ça recrute beaucoup?» et cetera. Je me suis pas posé cette question-là. J'étais persuadée, moi, qu'il y avait tellement parce que maintenant, c'est vrai que le vin, voilà, le vin, il y a un engouement des Français pour le vin, ça fait partie de notre patrimoine, hein, voilà, ça fait partie de notre culture et notre patrimoine français. Donc, des caves, il y en a plein. Donc, je me suis dit, du boulot, j'aurais pas de mal à en trouver. Et je me suis retrouvée face à cette difficulté, comme d'autres collègues de formation, hein, euh, puisque tous les ans, on est beaucoup à être formés, enfin beaucoup, oui, quelques dizaines quand même. La difficulté a été celle-ci, c'est derrière, vous voyez, ça fait 2 ans que j'ai fini la formation. J'ai pas travaillé hein, pendant 2 ans. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles parce qu'il n'y avait pas de poste. Et je crois que Mmh. c'est ça qu'il faut vraiment. Ça a été sûrement une naïveté de ma part, mais puisqu'en plus, dans l'idée, à la base, je voulais monter ma cave, mais donc je ne m'étais pas posé cette question en tant que salariée. Mais voilà, ça c'est. Donc pas de différence en tant que telle sur le pro, la différence, enfin la formation en tant que telle et le quotidien réel. C'est fidèle à ce que j'imaginais, tout à fait. Mais effectivement, j'avais pas envisagé le fait que le marché pouvait être un peu tendu. Et voilà. Oui. Donc aujourd'hui, je suis en poste et je suis très bien dans mon poste, mais ça a pas. Il y a eu un creux avant, on va dire. C'est ça qu'il ne faut pas minimiser. C'est aussi, faut bien réfléchir à la suite en fait. Quand on veut faire quelque chose, il faut être sûr de pouvoir en faire son quotidien. Parce que là, vous travaillez encore en région bretonne? Là, je travaille à Rennes, dans une cave rennaise, effectivement. De toute façon, moi, l'idée, c'est le souhait, c'est vraiment de rester là. Donc, c'est de rester dans la région rennaise. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis salariée et je crois que j'ai revu ma copie. J'ai gardé l'envie de monter ma cave un jour et j'irai au bout de l'idée, comme je disais tout à l'heure. J'irai au bout des choses et je me donnerai les moyens d'y arriver. Mais voilà, je crois qu'il faut rester aussi humble et sans faire de jeu de mots, se faire de la bouteille. Et c'est en étant salarié dans différentes caves qu'on comprend beaucoup de choses, qu'on comprend le fonctionnement d'une cave, quelle que soit sa taille justement, qu'on comprend la demande client surtout, euh, et que derrière on peut être bon en montant sa structure. Voilà. Donc je me suis finalement dit, laisse-toi quelques années pour, bah, te faire ton expérience et être bon ensuite quand tu auras ta propre structure, bon et crédible Mmh. et sans vouloir faire de distinction homme-femme, je suis quand même dans un milieu d'hommes à la base. Et je crois qu'il faut aussi se faire sa place en tant que femme. Donc voilà, ne pas se précipiter, mais gentiment et sûrement. Alors certes, c'est un milieu qui se féminise, hein, mais je crois que c'est... Disons qu'il faut en faire une force. Et comment vous avez été accueillie, vous, en tant que femme, justement, dans ce milieu? Globalement, plutôt bien, sincèrement. C'est vraiment un métier qui se féminise. Pour preuve, hein, la formation que j'ai suivie, on était 16 dans la promo.
8 garçons, enfin 8 hommes, 8 femmes. Donc c'est marrant, c'était vraiment OK, bon. Là, La parité. c'était la belle parité, voilà, belle illustration que le métier se féminise. Après, on a parfois des clients un peu frileux, je le vois. De se Alors, faire conseiller par une femme? voilà, donc j'étais un peu sur les nerfs au début, j'avais des réactions un peu vives et on peut pas se permettre. Donc maintenant, je laisse couler, je les laisse patienter. Je dis, voilà, je laisse mes collègues masculins s'en occuper. Mais c'est une minorité, sincèrement. C'est une minorité et j'ai pas envie de me battre avec ces gens-là. Je crois qu'il y a oui, il y a un vrai changement et je trouve qu'on est plutôt bien accueillis les femmes dans ce milieu. Donc, globalement, hein, il y a toujours des cas particuliers évidemment, mais en tout cas dans ma structure actuelle, je suis la seule femme. Hein, et, on est, je crois, une douzaine de cavistes parce qu'il y a, on a on a un dirigeant qui a plusieurs caves, donc on est une équipe de 12 cavistes. Je suis la seule femme et sincèrement, j'ai été vraiment bien, bien reçue et j'étais même attendue parce qu'ils sont contents qu'il y ait une femme avec eux. Donc c'est très plaisant. C'est très plaisant et je trouve qu'on est complémentaires. Un homme et une femme dans le milieu du vin, on a une approche vraiment complémentaire. Je trouve que les femmes s'expriment moins parfois, peut-être par pudeur ou humilité pour en revenir, mais et qu'on peut justement, on peut paraître, enfin, les gens peuvent se dire tiens, les femmes ont moins de connaissances, mais je crois que c'est juste qu'on a une approche différente. Et du coup, on est complémentaires. Et je trouve ça intéressant. Donc finalement, ça a été plutôt avec les quelques clients, où parfois, Oui, voilà ça a été, voilà, c'est ça. La difficulté, en tout cas, oui, d'être une femme, ça a été surtout avec les clients. J'ai pas souvenir de. Est-ce qu'on oublie parfois des choses? Je crois pas, mais j'ai pas souvenir. Et puis en plus, parfois on se trompe parce que c'est drôle, mais j'ai eu vent de certains employeurs quand je cherchais du travail parce que j'ai fait la tournée de toutes les caves en Bretagne, je pense. Enfin, pas en Bretagne, en tout cas dans la région rennaise, avec mon CV, etc., pour trouver du travail à un moment donné quand j'ai quitté Vannes. Et j'ai entendu que certaines structures refusaient de recruter des femmes dans les caves. Et j'étais je trouvais ça assez affligeant. Et finalement, il s'est avéré que moi, je travaille aujourd'hui dans une structure qui m'a recrutée et j'avais eu vent qu'ils préféraient recruter que des hommes. Et la preuve, c'est pas vrai. Donc voilà, il faut faire aussi attention à ce qu'on entend et aller au bout de se faire sa propre idée. Alors après, l'argument qui ressort souvent, c'est que c'est un métier physique, faut pas l'oublier. Hein. C'est bien beau de vendre du vin, mais il y a des palettes à décharger, il y a du vin à transporter, c'est lourd. Donc je crois d'accord. que c'est la crainte de certains employeurs aussi, c'est l'aspect physique. Et je reconnais que oui, c'est un métier physique. Il faut être en bonne santé physique, mais ça se fait. En tout cas, on se plaint pas. On peut être à la hauteur des hommes. Et pour revenir justement à votre métier, vous avez donc parlé de cet aspect commercial qui est donc important. Est-ce que vous avez aussi un aspect pour tout ce qui va être finalement achat du vin? Est-ce que vous faites directement aussi ces actions-là auprès des fournisseurs ou peut-être directement auprès des vignerons? Alors oui, c'est une bonne question. Alors moi, en tant que telle, non, dans ma cave actuelle, heu, parce que c'est chapeauté beaucoup par les achats sont quand même bien maîtrisés par le dirigeant. Alors nous, D'accord, en tant que caviste, on reçoit beaucoup de vignerons ou de représentants en cave et on déguste des vins. Donc on découvre de belles choses qu'on essaie de faire découvrir aux dirigeants pour qu'ils puissent les choisir et qu'on ait des nouveautés dans une boutique. Parce qu'à un moment donné, il faut vendre des nouveautés, il faut faire découvrir. On est toujours dans la transmission, donc il faut faire découvrir de nouveaux breuvages à ses clients. Donc dans cette cave actuelle, moi non, mais en règle générale, dans les caves, oui, l'idée c'est d'être en direct avec des vignerons et d'acheter. Alors moi je trouve que c'est l'idéal finalement de pouvoir acheter en direct aux vignerons. mmh, Après, c'est un métier où quand on est caviste, on peut travailler aussi avec des agents. Donc un agent, il va représenter plein de maisons de vins différentes et il y a des agents qui ont un catalogue exceptionnel, donc ça c'est intéressant aussi. Ça facilite, parce que c'est pas facile, hein, c'est bien, enfin, on peut pas faire la tournée des vignobles toujours pour découvrir des choses, donc
Il y a plein de schémas différents. C'est l'achat en direct au vigneron, c'est via les agents, c'est via des plateformes de vente de vin. Mais en tout cas, ce qui est épanouissant dans le métier de caviste, c'est effectivement de pouvoir avoir cette maîtrise, un peu ce choix de vin. Parce que c'est nous après c'est nous qui en parlons aux clients derrière. Donc c'est toujours plus agréable de vendre un vin et d'en parler quand on l'aime et quand on connaît l'homme qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment on vend, comme diraient certains grands vignerons, on doit vendre du bonheur en fait. C'est ce qu'on vend. On vend du vin, on vend. Alors quand on aime ça évidemment, hein, tout le monde n'aime pas le vin, mais quand on est épicurien et qu'on vient se faire plaisir, et c'est ce que j'adore, c'est voilà un client qui vient qui dit bon bah ce soir je mange tel plat, qu'est-ce qu'on peut mettre avec, et voilà c'est cette transmission qui est superbe. Donc ça dépend vraiment des caves effectivement, ça dépend de, ça dépend du fonctionnement des caves. Ouais. Et est-ce qu'il y a des compétences que vous aviez acquises à Paris lors de vos précédents jobs qui aujourd'hui vous servent dans votre job actuel? Je crois que tout sert. Moi, je pars de ce principe-là. Donc oui, c'est intéressant de soulever ce point. Je pense déjà un gros point qui m'a. Je crois que du fait d'avoir eu plusieurs postes à Paris et différents postes, ça m'a permis de m'adapter à pas mal de choses. Et je crois que c'est ce qui sert énormément, surtout quand on décide de changer un petit peu de vie. C'est on a besoin de s'adapter. Et s'adapter, c'est pas toujours facile. Et je crois que vraiment, voilà, ça, c'est le côté adaptation a été assez. Enfin, ça m'a vraiment. Voilà, ma vie à Paris m'a vraiment appris ça. Et je l'ai vu donc dans cette nouvelle vie. Et oui, je crois qu'on peut faire parfois deux métiers différents, mais on en garde toujours des, des, des choses d'avant. Et que quand on a envie surtout de progresser, parce que aujourd'hui, c'est un métier qui demande pas mal de qualités humaines. Et, et il faut toujours progresser. Donc, il y a plein de choses à acquérir qu'on n'avait pas forcément adoptées avant. Mais oui, je crois que chaque expérience sert à la suivante. Et justement, la suivante, vous en avez parlé tout à l'heure, puisque vous avez quand même le projet ultime dont vous avez parlé, c'était de monter votre propre cave. À votre avis, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir continuer et aller au bout de ce rêve? Alors, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule parce que quand j'ai eu du temps, justement, durant les moments où je n'étais pas en poste, j'ai fait une étude de marché. Hein. J'ai construit tout un dossier pour justement me dire, bon, alors attends, monter une cave en région rennaise, etc., ou dans une commune limitrophe. Bon, j'ai fait toute une étude de marché. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont. Enfin, ce travail m'a permis de me rendre compte que j'avais un projet un peu ambitieux. Euh, Mmh. ambitieux à la fois dans le positionnement que je voulais donner à ma boutique et ambitieux du coup financièrement. Donc voilà, c'est l'avantage d'une étude de marché, c'est que ça permet de faire le point et je me suis dit, bon, alors attends, là, ça va être un peu compliqué tout de suite. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pris conscience aussi que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît et j'ai voulu vraiment me faire de l'expérience avant de me lancer. Mmh. Et puis, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque Pas grand-chose, je pense, sans prétention aucune, attention, hein, au contraire. Pas grand-chose parce que j'ai tout pour. Je suis. Voilà, j'ai la motivation, j'ai l'envie d'eux. Donc là, depuis quelques semaines, je commence tout juste à me redire. Et puis le contexte est un peu particulier. Je pense que. Voilà, on a envie de choses et j'y réfléchis de nouveau, mais en me disant, je commencerai. Enfin, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mon projet, Mmh. mon envie était un peu ambitieuse. Voilà, c'est ça. J'avais envie d'une cave avec tel et tel. Je ne rentre pas dans le détail sur le concept, mais j'avais envie de beaucoup de choses et je vais garder l'idée, mais en réduisant mes idées quand même. Et puis, réétudier un petit peu le marché. Mais pourquoi pas racheter une affaire et en faire quelque chose plutôt que de partir sur une création pure. Parce que c'est Ouais. ça aussi le souci, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, donc c'est pas la peine forcément de partir sur une création d'entreprise pure, mais pourquoi pas racheter une cave existante et en faire quelque chose en développant des soirées dégustation. Alors certes, ça existe, hein, c'est pas novateur, mais si c'est bien fait, ça marche.
Oui. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à la chose actuellement, mais je crois que finalement, il faut arrêter. Enfin, c'est comme, enfin, c'est beaucoup d'entrepreneurs le disent, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, il faut se lancer, quoi. Donc, faut se dire que, ok, allez, on a ce qu'il faut, on est prêt, et il faut y aller, quoi. Oui, probablement, ça sera du coup une autre vie puisque le métier d'entrepreneuriat, c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça. C'est encore autre chose, c'est nouveau, oui, oui, tout à fait. Non, bah, je serais ravie de vous interviewer quand, vous aurez monté le projet. Avec plaisir, avec plaisir. J'avais encore, quelques petites questions, Cécile, notamment, vous avez parlé tout à l'heure de qualités qu'il fallait, que vous aviez, quand vous êtes lancée dans cette, reconversion. Quels conseils vous donneriez à des personnes qui veulent se lancer, quel que soit le projet finalement, mais comme vous pour entre guillemets «changer de vie» avec le recul? Alors avec le recul, c'est toujours dur parce qu'il y a quand même cette notion de déclic dont on parlait. Je crois que c'est génial de vouloir changer, et cetera. Je crois qu'il faut être sûr de soi. Enfin, c'est facile à dire, mais il faut avoir une idée suffisamment concrète sur ce qu'on va faire derrière. Heu, les conseils, c'est de s'écouter, et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de se donner les moyens d'y arriver, et puis de se lancer. Je crois qu'il faut être un peu courageux, mais c'est pas du tout insurmontable. Il faut alors les conseils, c'est de bien ficeler justement cette transition, c'est d'être vigilant sur, choisir la nouvelle, le nouveau métier sans se tromper, choisir la formation éventuelle, voilà, il faut faire les choses de façon assez rigoureuse, je pense, et je crois qu'il faut aussi beaucoup échanger avec son entourage. Alors, moi, c'est pas forcément mon genre, j'ai tendance à faire un peu, les choses «dans mon coin» entre guillemets, et ça, je l'ai appris. J'ai appris à plus communiquer parce que finalement, on s'enrichit aussi de la vie des autres, ses proches, ou moins proches d'ailleurs, hein, mais de personnes en général. Mais je pense, voilà, je crois qu'il faut beaucoup parler de ses envies de changement pour avoir un œil extérieur. C'est important. Pour pas se perdre, en fait, C'était une question que je voulais effectivement, aborder, savoir si vous en aviez parlé, dès le départ avec, vos proches autour de vous de ce fameux projet et si quel retour vous aviez eu? Est-ce que c'était plutôt positif ou plutôt un peu craintif? Mmh. J'ai eu, vraiment, j'en ai parlé à mes proches, donc ma famille, mes amis, quelques-uns, hein, enfin, j'en ai pas parlé à la terre entière non plus, pas au début en tout cas. J'ai reçu un J'ai reçu beaucoup d'avis, enfin, les réactions étaient vraiment positives. Après, il y avait une crainte de certaines personnes. On a beau être grand, on a beau être adulte, les parents parfois ont des craintes en se disant: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore là?» Mais je crois qu'ils m'ont toujours fait confiance et qu'ils m'ont justement soutenue et encouragée parce qu'ils avaient bien vu que ce changement allait faire de moi quelqu'un de mieux en fait, de mieux dans Mmh. dans ses baskets. Et non, j'ai eu que des c'est hyper agréable d'ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut en parler beaucoup parce que, il faut se sentir, suffisamment entouré, et puis il faut qu'il y ait aussi l'adhésion quand même de certaines personnes. Heu, à la fois dans ce changement de projet, puis à la fois, dans un second temps quand on veut être entrepreneur, là, c'est pareil. Il faut, heu, il faut avoir l'adhésion de certaines personnes, donc ça a été bien reçu franchement, et c'est super agréable d'être entouré. Enfin, c'est ce qui me motive d'autant plus. Et encore aujourd'hui, mais même des anciens collègues parisiens, c'est marrant, ou des amis parisiens me disent: «Mais c'est bien, enfin, faut s'écouter parfois», c'est vrai. Mais ça a été bien reçu. Peut-être aussi parce que le milieu du vin, les gens, ça fait rêver certains, peut-être. J'ai pas choisi le secteur le plus vilain. Enfin, je crois, hein. Et du coup, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre nouveau métier? Ah, c'est pas facile de répondre à ça. Bah, ce qui me rend le plus fière, c'est finalement d'être arrivée là où je voulais être. Bah, voilà, c'est ça. Je me sens à ma place, donc je suis fière de ça parce que
Bah, tous les jours, je me dis que j'ai bien fait de faire ce choix parce que je suis alors je sais pas si fière est le terme, heureuse en tout cas, clairement. Mais oui, fière que ça se soit bien passé et que fière et heureuse d'être à ma place et d'être là où je l'avais imaginé il y a 3 ans. Merci beaucoup Cécile. Merci, Merci, à bientôt. au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que ce témoignage vous a donné des envies d'évasion, pourquoi pas des idées de reconversion. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez la formation de caviste qu'a suivi Cécile, un article sur la reconversion et la notion de tout plaquer. Toutes les informations sont sur le site du podcast, l'élan.lepodcast.fr. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager, à commenter pour donner un nouvel élan au podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.